L'enfer dans notre tête. Personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde. Swami Prajnanpad. Esprit zen, esprit neuf, disait le maître zen Suzuki. Le neuf, c'est donc l'instant présent. Toujours neuf, car tout change tout le temps. C'est aussi la possibilité de la pensée neuve. Sachant cela, nous devons voir clairement que le mental interprète immédiatement et compare avec ce qui a déjà existé ou ce qui pourrait exister à la place de ce qui existe réellement. En soi, ce n'est pas un problème puisque c'est ainsi que l'on peut évoluer dans le monde extérieur. Le dysfonctionnement réside dans la suprématie totale de ce mécanisme. Alors, pouvons-nous dire «Stop, je ne pense plus»? Non. Nous pouvons par contre dire «Est-ce que je crois ou non à cette pensée?» Si nous pouvions dire «Oh, cette pensée est intéressante, mais n'a aucune réalité. Je la laisse partir aussi vite qu'elle est venue», nous serions libres de suivre nos pensées ou non. Or, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas libre de vos pensées, car non seulement vous ne les voyez pas clairement, mais en plus, fatalement, vous y croyez. Nous y croyons tous. Tout le monde croit en ses propres pensées. Tout est là. De là naît le malin, le diable, du grec diabolos, celui qui divise, qui sépare le réel et l'imaginaire. De là naît l'enfer dans notre tête, qui peut devenir un paradis si nous découvrons l'unicité avec le réel, manifestation du tout. Comment abattre cette division qui s'édifie en nous? En la voyant, en la questionnant, puis en relâchant la pensée pour qu'elle retourne à la vaste conscience d'où elle a émergé. Ainsi d'une émotion, issue d'une pensée qui nous a traversé l'esprit, mais à laquelle on a cru, même fugitivement. De même, nous ne connaissons véritablement une émotion ou une pensée que lorsque nous l'avons investiguée, questionnée, et que nous l'avons vue clairement, en face et en profondeur. Alors son pouvoir tombe. Dès lors que vous avez vu, comme dans notre premier exemple du serpent et de la corde, l'illusion s'effondre d'elle-même. Au début, tout cela semble une pratique difficile à concrétiser dans notre quotidien. Mais peu à peu, cela se fluidifiera et deviendra simplement une pratique d'accueil. Accueillir ce qui est, comme on le voit souvent dans nombre de voies, c'est aussi accueillir vos pensées, vos émotions, vos sensations physiques. Devons-nous combattre pour nous libérer de nos pensées? Vous n'avez pas à chercher à détruire l'illusion, cela ne fonctionnera pas. Vous n'avez pas à lutter contre elle non plus, cela ne ferait que la renforcer. Il ne s'agit pas de force, mais de souplesse. Il ne s'agit pas de détruire, mais de lâcher prise pour découvrir une autre manière d'être. Questionnez votre mécanisme, vos pensées, et voyez-les en conscience, la lumière braquée sur le serpent. Ensuite, vous avez vu. Vous savez que ce n'est pas la réalité, mais seulement ce que vous pensiez de la réalité. C'est aussi ce que l'on appelle l'accepter, c'est-à-dire reconnaître ce qu'elle est. Que faire quand vous commencez à voir clairement que ce qui est reflète ce que vous pensez de manière négative la plupart du temps? La pensée positive. Tout travail sur la pensée nous amène tôt ou tard à tendre vers la pensée positive. Même si, sur la voie spirituelle, nous allons vers un au-delà de la pensée, c'est-à-dire que nous la dépassons, cela ne nous empêche pas de travailler sur elle lorsqu'elle se révèle négative. Par le biais de la vigilance, vous pourrez peu à peu voir vos pensées à l'œuvre. Il est possible que vous remarquiez alors qu'elles sont souvent négatives, à propos de l'avenir, d'une vision présente déformée sur les gens, sur vous-même ou sur le passé. La vigilance vous offre alors une grande opportunité autant qu'un défi. Transformez votre pensée négative en pensée positive. Ce n'est pas encore être libéré de la pensée, mais c'est un bon début. Ce n'est pas non plus, j'y attire votre attention, vous auto-hypnotiser avec des pensées positives répétées à longueur de journée afin de vous auto-persuader. Non, car ce système ignore les croyances profondes subconscientes, voire inconscientes, pour ne garder qu'une technique appliquée aux seules pensées de surface. La vigilance, quant à elle, vous permet de voir ici et maintenant ce qui se joue en vous, voir quelle pensée court dans votre esprit. Si celle-ci est négative,
Vous avez la chance de pouvoir la questionner, puis de la transformer en pensée positive. Voici un exemple. Je suis en retard pour une importante réunion. Mon patron va encore être fâché et je ne vais pas avoir d'augmentation de salaire. Qu'en savez-vous? Est-ce la réalité ou ne sont-ce que des possibilités? Arrivé à votre bureau, vous constatez que tout le monde est en retard à cause de la même grève surprise. Et toute votre angoisse ainsi que les pensées associées s'envolent. Elles se dissipent devant le réel. Autre possibilité, vous arrivez seul en retard, mais exceptionnellement, votre patron est absent. Et c'est un ami qui se charge d'animer la réunion. Idem. Toute votre angoisse ainsi que les pensées associées s'envolent. Elles se dissipent devant le réel. Voyez-vous cela? Toujours dans ce même exemple, la pensée positive pourrait être: Ok, je suis en retard. Que puis-je faire? Prendre un taxi? Continuer de garder confiance? Profiter du retard pour revoir mon projet? Je vais arriver au bureau avec plus de détermination. J'aurai plus d'arguments pour défendre mon projet. Mon augmentation aura ainsi plus de chances encore de se matérialiser, etc. Rappelez-vous notre exemple du père paysan et de son fils. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Par contre, nous pouvons affirmer que notre état d'esprit ici et maintenant dépend de nous. À quoi pensez-vous maintenant? En êtes-vous conscient? Est-ce positif ou négatif? Bien sûr, nous devons le redire, d'un certain point de vue, les pensées peuvent être pratiques et permettre l'anticipation, la planification, la réflexion, la créativité. Celles qui précèdent un acte sont, dans ce cas, fonctionnelles et naturelles. C'est là l'utilisation saine de la pensée, qui est dans ce cas un outil au service de la présence, à l'opposé des pensées qui tournent en rond mécaniquement. Cela vaut aussi pour l'imagination, la créativité. Il s'agit donc d'être vraiment vigilant. C'est une position intérieure, radicalement nouvelle. Parfois, des pensées sombres se présentent au milieu d'un flux. Soudainement, une croyance ressurgit. Si je dis ce que je pense vraiment, on ne m'aimera plus. La vie est dure. L'amour n'est pas fait pour moi, j'ai toujours échoué. Si je me montre tel que je suis, on va me rejeter. On doit souffrir pour gagner le respect au travail. Le monde extérieur est dangereux. Mes parents ne m'ont jamais aimé, etc. N'avez-vous jamais ce genre de pensée? Observez-vous et tentez de voir de plus près. Une vigilance précise et affinée doit naître en vous, car le plus souvent, nous n'avons pas conscience de ce type de pensée. Elles sont en filigrane, quasi subconscientes. Du temps et une investigation patiente sont le plus souvent nécessaires. Prenons un nouvel exemple. Imaginez que vous rencontriez une personne qui vous fait penser à quelqu'un d'autre. Instantanément, si vous n'êtes pas présent à vous-même, le mental vous la fait comparer à celle-ci et déjà le cortège d'émotions, de sensations et de pensées croyances est entré en jeu. Si vous êtes en présence, vous pouvez les laisser simplement passer. Sans vigilance, vous comparez et jugez. Et ces quelques pensées anodines vont complètement modifier votre rapport à cette personne ainsi que tout ce qui va en découler, alors que vous ne la connaissiez pas du tout. Ce qui a tout changé, c'est que vous n'avez pas vu passer ces pensées. Elles se sont emparées de vous et dès lors, vous les avez validées. D'emblée, vous êtes ou bien sur la défensive ou bien en confiance. Simplement parce que votre mental vous a fait comparer, à la vitesse de l'éclair, ce visage, telle ou telle mimique, tel ou tel parfum, ou telle attitude avec le souvenir d'une autre personne plus ou moins similaire. Les pensées se sont superposées à la réalité. Pourtant, si vous y coupez court et les laissez aller sans les retenir, vous pouvez tenter d'accueillir cette personne telle qu'elle est dans l'instant, c'est-à-dire vous ouvrir à qui elle est, car cette personne est unique, cet instant est unique, et plus jamais il ne se reproduira. Cela, le mental ne veut pas l'entendre. Accueillez vos pensées, puis laissez-les partir. De cette façon, vous pourrez accueillir cette personne. Ceci montre bien l'ampleur de l'emprise qu'a le mental sur notre perception du monde. La pratique commencera en tant que telle dès qu'on ne croira plus à toutes nos pensées et qu'on ne les prendra plus pour la réalité. Elles ne sont pas la réalité. Elles peuvent aider, mais uniquement si nous les voyons pour ce qu'elles sont, des pensées. Elles aideront si ce sont des pensées conscientes, au service d'un acte et d'un raisonnement, ou encore si elles sont véritablement créatrices.
Mais si nous prenons leurs histoires pour la réalité, nous en sommes esclaves, ni plus ni moins. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'une fois la vigilance exercée sur vos pensées et vos sensations, vous pouvez faire naître en vous une grande capacité à l'intuition profonde qui jaillira alors d'elle-même. Et si vous pressentez que quelque chose n'est pas juste, vous pouvez dès lors poser un acte en conscience. À l'inverse, sans vigilance ni conscience de votre intériorité, vous seriez soumis à votre mental qui ferait naître en vous des peurs, des attractions ou des répulsions, et vous seriez alors coupé de la réalité. Nous ne sommes qu'une partie du tout. À ce titre, nous ne pouvons avoir qu'une vision partielle du réel. De plus, notre mental fournit de manière incessante des pensées sur toute chose, tout le temps. L'erreur commune est de ne pas vivre dans le monde, mais de le penser. En découle la pensée racine de cette illusion. Nous pensons le monde à travers une illusion fondamentale, nous sommes séparés du reste du monde. Êtes-vous séparé du monde? Prenez un instant, lâchez vos pensées et examinez cela. Est-ce seulement possible? L'illusion de se croire indépendant et isolé du reste du monde est l'illusion fondamentale. On l'appelle l'ego. L'absence de réalité de l'ego. Être en paix et être vous-même, c'est-à-dire être ce que vous êtes, sont une seule et même chose. L'ego dit, peut-être à un moment donné dans l'avenir, je serai en paix. Si ceci ou cela se produit, ou si j'obtiens ceci ou cela, ou si je deviens ceci ou cela. Ou bien l'ego dit, je ne peux jamais être en paix à cause de quelque chose qui s'est produit autrefois. Si vous écoutez ce que les gens racontent, leurs histoires pourraient toutes s'intituler Pourquoi je ne peux pas être en paix maintenant? L'ego ne sait pas que la seule occasion d'être en paix, c'est maintenant. Ou bien il le sait et a peur que vous le découvriez. Après tout, la paix, c'est la fin de l'ego. Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. L'aspirant à la spiritualité commet très souvent l'erreur de croire qu'il doit se débarrasser de l'ego. C'est un mythe puissant dans le monde de la spiritualité, et ses conséquences sont parfois désastreuses. Ainsi, pendant des années, il peut risquer de travailler sur son ego tout en voulant se débarrasser de lui, chose qui se révélera inévitablement une impasse. Car la seule chose qu'il pourra constater si le travail est bien mené, c'est l'inconsistance réelle de l'ego. Ce «je» n'est pas celui qu'on croit. Bien sûr, nous avons tous des formes extérieures différentes, tous des «je» différents. Dans le monde manifesté, nous sommes des entités différenciées, selon nos formes corporelles, âge, sexe, culture, etc. Ainsi, ces différences extérieures renforcent le concept d'un moi séparé qui serait une entité indépendante du tout et disposant d'une volonté propre en quelque sorte non soumise aux lois du tout. Mais l'erreur se situe précisément dans le fait que ces entités sont différenciées, certes, mais non séparées. Car tout est interdépendant et interconnecté. Différencié, oui. Séparé, non. Plus encore, l'ego existe de la même manière qu'une ombre, insaisissable, inquantifiable. Il prend tout pour lui et filtre tout selon sa propre mesure qui elle-même change selon l'époque de notre existence. Toutefois, si vous vous posez cette profonde question, qui suis-je? À quelle réponse arrivez-vous? De même, si vous vous posez cette autre question fondamentale, qui serais-je sans mon histoire? Qu'est-ce qui émerge en vous? Votre histoire est une somme de souvenirs, donc de pensées, de croyances et d'émotions enfouies et enquistées en vous, qui continuent de vivre dans l'ombre. Une blessure du passé que vous sentez encore est une émotion vivante au présent et qui perdure depuis le moment où vous l'avez vécue. Elle est simplement bloquée. C'est un conflit avec le réel encore actif, ici et maintenant, même si la blessure en question remonte à 20 ans, et cette émotion est reliée à une croyance. Alors, qui souffre? Comment notre émotion vit-elle encore après tant de temps? Observons d'abord ce qu'est ce «je». Si vous plongez en méditation pour savoir ce qu'est l'ego, vous pourrez chercher longtemps et vous finirez par vous rendre compte de son inconsistance réelle. Pourquoi? Parce qu'il est en fait constitué d'un ensemble de pensées, de croyances que la mémoire a accumulées pour vous définir comme différent de l'autre. D'abord indépendant de votre mère, de vos parents, puis de votre famille, de votre culture,
puis de tout autre extérieur à vous. Jonglant parmi les émotions, les pensées, la culture environnante, peu à peu et depuis la prime enfance, vous vous êtes défini par rapport aux autres et au monde extérieur, intégrant et faisant vôtres les jugements, remarques et perceptions d'autrui. C'est ce qu'a étudié la psychologie moderne, mais que connaissait également depuis longtemps la psychologie des anciens. Vous vous êtes construit ainsi. Sont ensuite venus s'y mêler vos propres émotions, vos souffrances, vos jugements sur vous-même et le monde. De tout cela, vous vous êtes fait une histoire et très tôt, vous vous êtes défini comme entité séparée du reste du monde. Je n'est pas l'autre. Je est en fait complètement relié et dépendant du tout. Il est d'ailleurs primordial de reconnaître que ce processus de construction de l'ego est nécessaire au développement harmonieux d'un être humain. Il est hors de propos de remettre cela en question. Nous sommes alors en droit de nous demander pourquoi la vie aurait mis au départ un ego en place pour pouvoir ensuite nous faire découvrir son absence de consistance réelle. Simplement parce que, précisément, l'ego nous mène sur la voie. Sans lui, il n'y aurait pas de voie. Tout ceci apparaît comme un aller-retour, telle une saison succédant à une autre, telle une respiration. Notre histoire. Quel était ton visage avant que tes parents se rencontrent? Quan Zen. Qu'est-ce donc que notre histoire? Votre histoire est un croisement incessant avec l'histoire des autres. Ce je, l'ego, n'est pas indépendant du tout. C'est l'illusion d'une vague qui, faute d'une vision plus large de la réalité, pourrait dire « je suis libre et indépendante de l'océan ». Ce n'est pas plus vrai que cela. Mais il nous faut aller avec et non contre. C'est là que se construit la confiance en soi, saine estime de soi qui, en s'approfondissant, devient confiance en la vie. Vous êtes une forme différenciée, c'est un fait. Même l'être humain spirituellement réalisé l'est. Il naît, grandit, mûrit, puis meurt. Mais aucune chose du monde manifesté n'est séparée. Toutes choses sont interdépendantes, des soleils à vos cellules, des atomes aux galaxies. Mais l'homme, lui, prétend qu'il est indépendant et séparé. La racine en est la pensée. Je suis une entité indépendante du tout. Cela voudrait dire que nous ne sommes pas liés non plus aux causes simultanées de toutes les autres formes de vie. Est-ce vrai? Est-ce seulement possible? L'ego, le moi qui se croit séparé et indépendant, passe pourtant son existence entière à interagir avec le monde, avec autrui, le vent, les animaux, les insectes, avec toute chose. L'ego, utile pour définir que je suis cette entité différenciée, devient problématique lorsqu'il prend toute la place et que toutes les pensées tournent autour de lui et du maintien de son existence contre le reste, le tout dans l'illusion d'une perception du réel décrite dans le chapitre précédent. Ce monde de pensée n'existe que dans chacune des têtes de ces formes, les je, qui se croient coupées et indépendantes les unes des autres. L'ego est donc différencié, mais absolument pas indépendant, ni coupé du reste du monde manifesté. C'est là une illusion profonde. Car il n'existe pas plus que la vague qui se dirait « Non, moi je suis libre de l'océan, libre de monter en grosse vague ou de descendre en creux à mon propre gré. Je veux être en pleine tempête, alors que le reste des vagues est calme. » Est-ce possible? Non. La vague est une partie de l'océan. Elle y est incluse et vibre avec l'ensemble. Mais l'illusion due à l'amplitude de l'océan, ou à l'inverse, l'illusion due au regard limité de la vague, fait qu'elle se croit libre. Elle ne perçoit qu'une partie si petite du tout qu'elle s'en croit indépendante. Elle le perçoit, mais plus que tout, elle croit à la pensée qui lui dit cela. Pour elle, cette pensée est une certitude indiscutable. Seule la perception pure et directe du contact et de l'interdépendance avec l'océan fera tomber l'illusion de l'indépendance de la vague. Voilà pourquoi toute spiritualité authentique invite à s'en remettre à plus grand que soi. Car le plus grand que soi remet les choses à leur place et nous invite à nous incliner devant le réel, la manifestation que nous percevons du tout. Dès lors, l'ego, la pensée « je » peut se cabrer. Il peut nous servir ce type de pensée. Quoi? S'incliner? Certainement pas. Mais il n'est question ni de faiblesse,
ni de résignation. C'est là un énorme malentendu. Il est question de liberté intérieure, la seule réelle liberté. À nouveau, il ne s'agit nullement d'une résignation morbide, mais d'une vision du réel. Voir, et non plus penser, est la simple vision de l'évidence de ce qui est. Accepter pleinement d'être des entités différenciées mais interdépendantes en tout permet de voir clairement ce qui en découle. Car, telle la vague, nous sommes tous parcourus par le même courant, la vie. Dans l'immédiat, simultanément et à chaque instant, le présent souffle sur toute chose du monde manifestée. Cette vie passe à travers nous à la naissance et jusqu'à la mort, et même avant et après. Cette force de vie est présente tout le temps en toute chose, bien au-delà de la pensée. Cette prise de conscience émerge lorsque l'on se libère peu à peu de la pensée, et d'autant plus lorsqu'on observe clairement que la pensée «je» est insaisissable. Il importe alors, tout à fait paradoxalement, de ne plus nier la réalité profonde que l'ego n'est pas ce qu'il paraît et de reconnaître son caractère sacré puisqu'il est relié intimement au tout. Nous passons par l'ego pour dépasser l'ego. C'est l'art d'être avec. Moins nous pensons, plus nous sommes. Alors, qui est je? Qui sommes-nous vraiment? L'ego et les pensées. Si l'ego est une forme d'illusion, il en découle que toutes les pensées tournant autour de son existence sont aussi des formes d'illusion. En vérité, vous n'êtes pas vos pensées, et ce n'est pas vous qui les produisez. Vous n'êtes pas l'auteur des pensées qui traversent votre esprit. Par contre, puisque ce qui est, faisons avec. À nouveau, il n'est jamais question d'exclure quoi que ce soit sur la voie, a fortiori l'ego et le mental. L'ego et le mental sont là, et, illusion ou pas, nous devons faire avec et non contre. Comme nous l'avons vu, il se peut que vous croyiez à vos pensées, vous identifiant à elles. Et c'est cela le plus important. Si vous y croyez, elles peuvent peu à peu devenir des croyances. Et ces croyances forment des habitudes, des caractères, des façons de voir le monde et d'appréhender autrui. Selon les pensées auxquelles vous croyez, celui que vous nommez «je» aura une manière d'être particulière en relation avec autrui, impliquant une certaine coloration émotionnelle en fonction de ce qu'elles sont. Si vous voyez cela clairement, vous pouvez approfondir. Quel est votre rapport à vos pensées? Est-ce que vous les niez? Est-ce qu'elles vous sont agréables, désagréables? Cela demande de la vigilance, mais plus encore, de l'ouverture à votre imperfection, car vous êtes simplement humain. Tout cela nous mène à un paradoxe que nous croisons souvent: passer par l'ego pour dépasser l'ego, passer par le mental pour dépasser le mental. Accueillir avec la plus grande bienveillance votre humanité, donc votre mental. Aimez-vous vous-même. C'est l'exact opposé de l'égocentrisme, et c'est ainsi que l'ego finit par se fondre dans l'océan d'amour. Si vous ne vous accueillez pas vous-même, comment espérer accueillir le réel, ou vos pensées, ou encore autrui? Ainsi, quelles que soient les pensées, pouvez-vous les accueillir? Voilà ce qui compte. Pouvez-vous les questionner, les mettre en doute? Car, ce faisant, vous entrez en amitié avec vous-même et pouvez retrouver la paix des profondeurs, au-delà des pensées qui font obstacle. Si vous n'êtes pas l'auteur de vos pensées, demandez-vous, qui voit ces pensées? Qui est l'observateur des pensées qui traversent votre esprit? La conscience. Soyez précis et patient autant que bienveillant. Procédez étape par étape dans la vision de vos pensées et voyez votre refus. Goûtez-le, accueillez-le et surtout, libérez-le. Laissez passer le flot des pensées, laissez-les vous traverser. Vous êtes là, au cœur du processus de transformation. Vos pensées sur le monde sont très souvent bien plus dures que le réel, mais ce sont les vôtres. Ou plus exactement, ce sont les pensées qui tournent dans votre esprit et auxquelles vous croyez. Lorsque vous cessez d'y croire parce que vous les avez vues en face, leur effet sur vous et sur votre perception du monde s'efface. Les pensées, sources de souffrance, passeront peut-être à travers votre esprit, mais vous ne les retiendrez plus car vous n'y croirez plus. Votre moi croit à toutes les pensées-croyances. Mais si vous remettez en question ces pensées en vous demandant si elles sont vraies, qu'en émerge-t-il? Qui seriez-vous sans ces pensées? Qui seriez-vous
sans votre histoire, sans vos douleurs et blessures passées? Êtes-vous ce flot de pensées partant dans un sens le matin et dans un autre le soir? Au final, êtes-vous vraiment qui vous croyez être?